Alors, salut tout le monde. Oui, alors, bienvenue à cette autre édition passionnante de Dimanche on lit en ce 23 novembre, 11 h du matin. Très content d'être encore avec vous ce matin. J'espère que vous avez pris votre café ou vos 8 cafés puis que vous êtes prêts pour cette émission qui va être encore extraordinaire, je le sens. Alors, écoutez, en deuxième partie d'émission, je reçois le professeur José Del Pozo, qui est un réfugié chilien, en fait, qui est arrivé ici dans les années 70, suite au renversement d'Allende, pour son livre, bon, quand l'Amérique latine fait date, alors des grandes dates de l'histoire de l'Amérique latine, et un truc qui a été publié il y a quelques années qui s'appelle Québec-Chili 1973, mémoire d'un coup d'État et d'une expérience de solidarité. Ça va être très, très, très intéressant. Et en première demi-heure d'émission, je reçois mon ami et ex-collègue député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Ça a changé de nom, là? Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton, maintenant. OK, Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Alors, Simon-Pierre, ça va trembler. Bonjour, Simon-Pierre. Salut, Denis, content de te retrouver. Ben oui, moi aussi, très content. Alors, Simon-Pierre a commis un livre qui s'appelle « Libre en Amérique, le Québec à l'aube d'un monde nouveau ». Alors, moi et Simon-Pierre, pendant des années, on était côte à côte, en fait, à la Chambre des communes. On s'est parlé de toutes sortes d'affaires. Et, bon, Simon-Pierre en est pas à son premier livre sur l'indépendance, ses retombées, toutes les questions. Dans ce cas-ci, on parle de libre-échange, de comment on se situe aussi dans le rapport, notre rapport avec les Américains, Trump, et tout ce contexte économique qui a changé. On va parler de ça. Ça va être écœurant, ça va être hyper passionnant. Alors écoutez, encore une fois, je suis avec mon metteur en ondes, Jean-Yves Lemay, qui fait un travail absolument extraordinaire. Et aussi, l'émission, comme vous le savez, est en collaboration avec la librairie à lire, qui est à 3 portes d'ici. Les livres qu'on présente durant l'émission, comme d'habitude, vont être en vitrine à partir de la semaine prochaine. Alors écoutez, restez avec nous, prenez le temps de café que vous voulez. Dans 2 minutes, on passe ça. Salut, gang. Alors de retour donc à Dimanche on lit. Alors, Simon-Pierre, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, je suis content de te recevoir. Ben oui, moi aussi. Bon, alors en pleine session parlementaire. Oui, absolument. On est en pleine session parlementaire. Une session qui est quand même assez prenante, qui est assez ardue, assez intense. OK. Puis comme tu sais, on a une députation réduite, malheureusement. Donc, on a tous un petit peu plus de pain sur la planche. Là, j'ai 2 dossiers au lieu d'1, comme c'était le cas dans l'ancienne législature. OK. 2 dossiers qui sont pas petits non plus. Commerce international que j'avais déjà et défense nationale en plus. Wow. Puis c'est quand même des dossiers, tu conviendras, qui sont pas mal dans l'air du temps aussi. D'où donc ton livre? Moi, en fait, ma première question, c'est quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire un livre? Là? Écoute, à gauche puis à droite, je te dirais, il y en avait un petit peu. Ça n'a pas été long, mais je l'ai finalisé l'été dernier. J'avais aussi un délai. Quand un éditeur te donne un délai, ça aide à se grouiller le « Et puis, c'est ça. C'est aux éditions Somme Toute? Oui. Bon, OK. Alors, Libre en Amérique, le Québec à l'aube d'un monde nouveau. Fait que là, tu nous parles là-dedans de différentes questions, dont le libre-échange. Moi, j'ai beaucoup aimé le chapitre sur l'historique du libre-échange, comme quoi ça... on a l'impression que c'est comme un acquis, ça a existé. Maintenant, on n'est pas trop sûr qu'on s'en va vers ça. En fait, on s'en va plus vers ça. Trump a l'air de sonner la fin de la récréation en disant ça sera plus ça à partir de maintenant, il va y avoir des tarifs et tout ça. Mais à une certaine époque, ça faisait un consensus. Tout le monde pensait que c'était ça. Même les indépendantistes, Parizeau, Landry, tout ça, tu parles de ça dans ton livre? Ben, on peut même dire que c'est un héritage des indépendantistes. C'est après le référendum. Faut se remettre à l'époque. Dans les années 80, en fait, en 1980, on se rappelle le référendum perdu par le gouvernement Lévesque sur la souveraineté association. Il perd sur quoi? Sur les parts économiques. Ça a traumatisé énormément de gens. Sur les parts économiques. Les parts économiques, vous savez, vous allez perdre les chèques, vous allez perdre des emplois, ça va être les fuites de sièges sociaux, tout ça. Bref, on fait part au la monde. Souveraineté n'est pas viable économiquement. C'est le message de 1980. Les gens ont eu peur, surtout que René Lévesque disait « Oui, mais on va garder une association avec le reste du Canada. » Le Canada dit « Il n'y en est pas question, on ne négociera pas ça. » Ça met fin à l'argument tout de suite. Donc, on se retrouve en contexte où il faut faire quelque chose, et c'est là où Jacques Parizeau, Bernard Landry réussissent à convaincre les Québécois lors de l'élection, la réélection de Brian Mulroney, qu'il faut aller là-dedans. Pour Bernard Landry et pour Jacques Parizeau, l'idée, c'est que ça va être des échanges qui vont être sur une base nord-sud, donc l'axe nord-sud, non plus est-ouest. Une manière de dire on ne dépendra plus du Canada dans notre économie, dans notre commerce. On va faire des affaires avec les Américains, puis avec le reste du Canada. C'est comme ça que ça va se faire. Jacques Parizeau aimait dire peu importe la taille d'un pays, il peut être minuscule tant qu'il est dans un grand marché. C'était le calcul qu'il avait fait à l'époque. OK. Bon, mais c'était tant ça à l'époque, nos relations étaient... Parce que en ce moment, on se dit,
nos relations sont vraiment beaucoup axées vers les États-Unis, pas tant vers le Canada, qu'il n'y a même pas véritablement de barrière tarifaire à l'intérieur même du Canada. Donc, c'était vraiment l'état de fait avant 88, avant dans les dernières années, le Canada a rattrapé les États-Unis en termes de partenaires. Là. On refait des affaires, mais c'est vrai qu'au niveau des barrières, c'est un peu un mythe là, de penser que soudainement, faire lever les barrières tarifaires entre les provinces. Je sais que dans certains domaines, comme j'ai des amis qui sont dans l'alcool, qui me disent ça nous aiderait, il y a effectivement des irritants par rapport à ce qui circule entre les provinces, tout ça. Je sais qu'il y a certains domaines, puis je suis pas contre qu'on enlève ce qui est infondé, mais on remplacera jamais le marché américain avec ça. Là. C'est impossible. Okay. Puis je me méfie aussi du fait que quand on écoute les élites canadiennes, la levée des barrières, c'est en train de vouloir dire imposer des projets de pipeline par décret. Là. C'est ce que c'est en train. C'est en train de devenir un cheval de Troie. Puis quand tu as vécu la même campagne électorale que moi, tu te rappelles quand Mark Carney a parlé de une économie, pas 13, c'est une manière de dire on met fin au modèle québécois. On met fin à l'authenticité, aux spécificités du modèle québécois. C'est à peu près ça. En fait, plus large que ça, moi, je pense que quand il a dit ça, on le voit là, d'ailleurs... il y a plusieurs économies au Canada. Il y a l'industrie automobile en Ontario. Oui. Ici, la forêt, l'aluminium. Bon, l'acier en Ontario aussi, puis le pétrole dans l'Ouest. Juste de dire ça. Puis là, on l'a vu dernièrement, M. Ford, constatant que ça allait pas assez vite à son goût, pour sauver son industrie automobile, il est parti tout seul de son bord en disant « Moi, je fais des annonces aux États-Unis, puis tout ça. » Donc, c'est un mythe, en fait, qu'il existe juste une économie au Canada. Oui, chacun est parti de son bord. Puis pourtant, on nous parle toujours d'équipe Canada. Là, tu l'as vécu comme moi à la Chambre des communes. C'est comme le mot qu'on nous sort tout le temps. Team Canada, les termes qu'on nous sort tout le temps. C'est un mythe en très grande partie. Ce qui n'est pas un mythe, par contre, c'est que le Québec est presque tout le temps la monnaie d'échange quand il y a des négociations. On l'a vu encore l'été passé. Puis tu connais un peu l'historique. Gestion de l'offre qui a été mise à mal. Exception culturelle qui a été mise à mal. L'aluminium québécois qui n'a pas été défendu aussi bien que l'acier qui est très important en Ontario. La gestion de l'offre, une fois, c'était en échange de progrès pour le bœuf de l'Ouest. Puis on l'a vu pas plus tard que l'été dernier, quand Donald Trump fait un tweet en disant « La taxe sur les services numériques au Canada, j'aime pas ça. » Ça a pris 24 heures que Mark Carney a dit « C'est beau, c'est fini. » Je comprends que la taxe sur les services numériques, ça touche tout le monde, mais ça touche probablement plus les Québécois encore à cause de l'attachement à la culture que le reste du Canada. Oui, c'est important la taxe numérique. Ça aurait pu aider à la découvrabilité du contenu francophone. Après ça, je veux bien, on a le droit d'avoir un débat, de ne pas être d'accord avec ça, mais ça n'a pas à se faire unilatéralement quand ça a été voté par un premier ministre juste en termes de monnaie d'échange, parce que c'est demandé par le président américain 24 heures avant. Oui, puis d'autant plus qu'il n'a rien reçu en retour. Il n'a rien reçu en retour, c'est ça. À date, le sauveur, on n'a pas vu ce qu'il avait sauvé encore. Il a sacrifié des pans de notre économie, puis il n'y a rien eu en retour. J'ai-tu bien eu un signe? Bon, alors écoute, c'est très intéressant, Simon-Pierre. Alors, on prend une petite pause de 2 minutes de musique franco, puis on revient après la pause. Restez avec nous. Alors, de retour à Dimanche on lit, 23 novembre. J'espère que vous avez pris votre 12e café et que vous êtes en forme. Je rappelle que... Mais là, Denis, c'est pas supposé être le dimanche, c'est supposé être le jour du Seigneur, c'est supposé être le repos. T'es pas supposé avoir besoin de 12 cafés. Là. Non, mais c'est relax. Tu prends un café, t'écoutes une émission littéraire, tu lis, c'est relax. Casse-moi pas mon affaire. C'est bon, je me tais. S'il te plaît, tais-toi. Toi, t'es l'invité. Parle quand on te dit de parler. Commence pas à embarquer dans mon animation. C'est le vieux réflexe de collègue de caucus. Je sais. Pour la petite histoire, Simon-Pierre, il était assis vraiment de biais à moi et il passait son temps à me raconter des jokes. Pas toujours très drôles, il faut bien le dire. Bon, OK. Oui, libre-échange, tout ça. Bon, là, l'affaire fondamentale qu'il faut comprendre, c'est avec les négociations, que quand le Canada les mène, on n'est pas là. Le Québec n'est pas représenté. On n'est même pas assez à la table des négociations. C'est d'ailleurs un des grands arguments de Yves-François puis du Bloc québécois lors de la dernière campagne électorale. On disait il faut absolument avoir des gens, en tout cas, le plus de représentants possible du Bloc pour pouvoir influencer les négociations qui vont se faire. Mais on n'est pas représenté en ce moment. Quand le Canada négocie n'importe quel accord, que ce soit en Europe, en Asie, n'importe où, on n'est pas là. Il n'y a absolument rien de statutaire. Alors que pendant des années, on pensait que la doctrine gérait la joie avec la création des délégations du Québec à l'étranger. Peux-tu me rappeler, c'est quoi la doctrine gérait la joie? C'était l'idée que dans nos champs de compétences, on pouvait nouer nos propres ententes à l'international. Mais c'est un exemple pour dire que on a toujours eu une volonté de déploiement d'une personnalité internationale. Ottawa n'est pas là-dedans du tout. Ils veulent parler d'une seule voix. Ils veulent une unité de parole là-dedans. Mis à part l'espèce d'exception qu'à l'UNESCO, il peut y avoir un strapontin, mais seulement quand la délégation canadienne est là, puis le Québec ne peut pas aller à l'encontre de la position canadienne.
C'est la seule exception. Mais il n'y a rien de statutaire qui dit, quand il y a une négociation, on demande au Québec de nommer quelqu'un dans la gang, dans l'équipe. Il n'y a rien pantoute, il n'y a rien du tout. Il y a une exception assez récente là-dessus, puis c'est quand, lors des négociations avec l'Union européenne, et c'est Pierre-Marc Johnson qui était le négociateur attitré par le Québec pour y aller, mais c'est pas le Canada qui l'a voulu, c'est l'Union européenne qui l'a demandé. Ah bon? Ils ont dit, regarde, nous, on passe par nos parlements membres, donc on aimerait ça, vous autres, si vous voulez que vos parlements aussi aient un mot à dire là-dedans, on est d'accord avec ça. C'est à cause de la demande de l'Union européenne, puis même à ça, Pierre-Marc Johnson disait à l'époque, on a réussi à influencer le jeu, on a réussi à faire quelques gains, mais c'est dans les corridors, c'est pas vraiment à la table qu'on a notre mot à dire. Moi, ça m'arrive en comité du commerce de recevoir des hauts fonctionnaires qui s'en viennent nous dire à l'occasion, oui, on a mis dans le bain nos homologues québécois. Là. On s'entend-tu qu'ils doivent leur dire, on s'en va là, puis c'est tout. Ça doit pas être une vraie consultation. Soyons clairs là-dessus. Ouais. Il faut cependant dire que, puis justement, puis si je refais juste un rappel par rapport à cette négociation avec l'Union européenne, on avait vu à l'époque une petite région, la Wallonie, une région de Belgique, c'est une grosse région de Belgique. Oui, c'est une grosse région. Mais c'est le nord de la Belgique. La Belgique était favorable à l'accord, mais parce que la Wallonie était opposée, la Belgique n'avait pas le droit de rentrer, parce que c'est la Constitution belge, parce qu'ils ont un fédéralisme infiniment plus respectueux de leur région que le Canada. Le Canada, on est très, très loin de tout ça. Le Québec pourrait même pas, le Parlement du Québec pourrait pas dire c'est tellement un accord qui est nuisible à nous, on vote pour que ça ne s'applique pas à nous, au moins les parts qui nous sont nuisibles. C'est pas prévu du tout par la Constitution canadienne. OK, donc c'est pas impossible dans une fédération que les partis, les provinces ou les États ou les parties prenantes puissent avoir leur mot à dire dans la négociation internationale. Ça existe dans le monde. Ça existe dans le monde, c'est ça. Puis je vais te dire que le Canada n'est pas plus transparent à l'endroit des parlementaires qu'il ne l'est à l'endroit des provinces. Oui, c'est ça, je m'en allais là-dessus. Là. Tu parles dans ton livre moi, tu m'en avais pas parlé à l'époque, même si on était assis à côté de l'autre, qu'à un moment donné, je sais pas pour quel accord, là, tu me le diras, mais vous aviez, en comité parlementaire, c'était le comité sur le commerce international, c'est ça? Oui. Vous aviez à discuter d'un accord que le Canada avait signé sans l'avoir lu. Oui, c'était l'accord avec le Royaume-Uni. Ben écoute, je t'en ai peut-être pas parlé, mais tu n'avais pas lu ta revue de presse ce jour-là parce que c'était dans la presse. Ah bon? On appelait ça, le grand titre, c'était « Théâtre de l'absurde dénonce le Bloc ». C'est exactement ça, c'est un théâtre de l'absurde. On nous demandait, on recevait des témoins qui recommandaient « Ouais, on pense que c'est un bon accord pour nous autres. » À un moment donné, j'avais levé à la main, j'ai dit « Avez-vous vu le texte? Savez-vous des choses que moi, je sais pas? » Moi, je l'ai pas lu, là. Vous avez l'air au courant. Ils ont tout dit « Non, on le sait pas plus. » Vous avez eu à en discuter, mais vous ne l'aviez pas, le texte de l'accord. Oui, exact. Fait écoute, la manière dont ça se fait, c'est qu'il n'y a pas de loi qui oblige un délai raisonnable entre l'annonce du contenu d'un accord, pour nous laisser le temps de l'étudier, parce que c'est souvent des pavés réglementaires de plusieurs milliers de pages, et la présentation du projet de loi de mise en œuvre, donc la vraie ratification par le Parlement. Il n'y a aucune loi. Il y a juste une politique qui n'est pas respectée. La preuve, ils ne l'ont pas respectée il y a 3 semaines sur le partenariat transpacifique, l'entrée du Royaume-Uni dans le partenariat transpacifique qui a été présenté au Parlement. Ils n'ont pas respecté le 21 jours qui était prévu dans leur propre politique. Ils l'ont présenté 15 jours après le projet de loi. Donc, tu vois, quand il n'y a pas de loi, ça ne vaut pas grand-chose. C'est hyper opaque. C'est souvent déjà signé, donc sans nous avoir demandé notre position en tant que parlementaire, alors qu'on est des gens élus par la population pour défendre les intérêts de nos commettants. On devrait être capable de dire, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, comme en Union européenne, comme dans plusieurs pays comme l'Allemagne et autres, où ils font des votes et des débats auprès de leurs parlementaires en disant « On envoie un négociateur. Qu'est-ce que tu veux voir là-dedans? Qu'est-ce que tu veux pas voir là-dedans? C'est quoi les intérêts que tu veux qu'on pousse? » Nous, c'est l'opacité. Nous, c'est apprendre ou à laisser. Puis pire que ça, non seulement le délai est très court, mais on nous dit toujours qu'il faut... on finit par voter un projet de loi de mise en œuvre et non pas l'accord en lui-même. Donc, on peut à peu près rien modifier. C'est un projet de loi de mise en œuvre de quelques pages qui disent tout simplement, voici ce qu'on modifie dans les lois existantes pour mettre en œuvre un accord de plusieurs milliers de pages. Donc, il est à peu près pas amendable. Il n'y a rien à faire. Donc, le Canada se comporte comme une monarchie. C'est le règne de l'opacité la plus complète. Wow, OK. Hey, merci, Simon-Pierre. C'est très, 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 très intéressant. Alors, écoutez, on doit malheureusement aller à une autre pause de 2 minutes, pause franco. On revient dans 2 minutes avec Simon-Pierre Savard-Tremblay pour son livre « Libre en Amérique ». À tantôt, gang. De retour à Dimension Lit. Alors, donc, dernier segment avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bon, Simon-Pierre, là,
on a parlé d'accords internationaux, on a parlé du fait que le Québec n'avait pas sa voix en ce moment. Là, avec ce qui se passe avec Trump, beaucoup de voix s'élèvent depuis quelques mois, puis ça a été le cas pendant la campagne électorale. Les gens disaient, mais voyons, si on était indépendant, comment qu'on se débrouillerait face à Trump? Il est trop gros, il est encore plus gros. S'il est trop gros pour le Canada, imagine pour le Québec, quel avantage on aurait à être indépendant dans la situation politique actuelle? Là? Ben, tu l'as sûrement entendu comme moi pendant l'élection. Là. On se faisait dire par des gens qui étaient parfois des indépendantistes convaincus, ouais, c'est peut-être pas le temps finalement. Moi, je trouve ça fascinant parce que en même temps, on a assisté à un regain d'amour pour l'indépendance venant des élites canadiennes. Tu te souviens, on entendait... Oui, la souveraineté canadienne. Écoute, Stephen Harper disait qu'il pourrait même y avoir une perte de revenus, une perte de performance économique. Ça vaudrait la peine, pareil. Oui. On a entendu les mêmes qui, lors des référendums, nous disent « Faites pas ça, ça va être la ruine ». Là, ils disent « Ça vaut la peine ». Jean Chrétien, même chose. Même si on perd de l'argent. Jean Chrétien qui a dit « C'est un bien précieux », puis Pierre Poilievre, puis tout ça. Puis Justin Trudeau a même poussé le ridicule jusqu'à aller parler de souveraineté canadienne au roi Charles. C'est dit, il est allé jusque-là. Donc, on a entendu tout ça. Écoute, moi, de dire d'abord, parce qu'il y a une crise, il faudrait renoncer à notre souveraineté comme peuple. Tu connais-tu un seul pays dans le monde, toi, qui va dire « Hey, ça va tellement mal, je vais signer un chèque en blanc à mon voisin. Je vais m'annexer à mon voisin. » là. Puis à ce compte-là, pourquoi le Canada n'accepte pas le 51e État? Si la souveraineté est tant que ça risquée par rapport à un monde incertain, let's go, assimilez-vous, puis c'est tout. Bon, annexez-vous. C'est ridicule. Ouais, c'est ridicule. Tout d'abord, puis je parlais tout à l'heure de monnaie d'échange, il vaut mieux toujours négocier en son propre nom. Le Canada a un nombre inexprimable de ratés puis d'exemples où ils nous ont traités comme une monnaie d'échange, qui ont mis de côté nos intérêts pour pousser les leurs. Ça, la liste, elle est probante, elle est démontrable. Mais là, après ça, on peut me dire pareil, OK, je comprends, mais est-ce que c'est viable pareil dans la réalité? Moi, tout d'abord, je me dis, s'il y avait une négociation, puis que Donald Trump, nord-américaine, parce qu'il y a une révision prévue de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, s'il y a une négociation, là, il y a deux chaises. Si Donald Trump dérape, il y a deux chaises. Il y a le Canada puis le Mexique. Si tu ajoutais le Québec à côté, ça serait 3 contre 1 puis juste 2 contre 1. Je pense pas qu'on serait perdant d'une part là-dessus. Okay. Puis je vais même aller plus loin, je vais vous dire, puis je sais que ça paraît mal de dire les Américains ont peut-être pas entièrement tort sur certains sujets. Le Canada nous a mis dans une position de faiblesse à bien des égards, parce qu'une des obsessions américaines, c'est la puissance chinoise. À plusieurs égards, le Canada a démontré qu'il était une passoire, qu'il n'était pas capable de contrôler ses frontières, notamment par rapport aux marchandises issues du travail forcé qui viennent de Chine. Ils n'ont jamais rien, ils ont saisi une seule cargaison dans toute l'histoire. En fait, ils en ont saisi 34 à la frontière, alors que, puis sur ces 34-là, il y en a 33 qui ont été relâchés quand ça a été contesté. C'est bien dire que c'est une passoire complète. Tandis qu'aux États-Unis, ils en sont à des milliards de dollars US en valeur de marchandises saisies à la frontière. On n'est pas du tout au même endroit. Leur modèle fonctionne, le nôtre ne fonctionne pas. Donc, à bien des égards, le Canada a démontré, en se voulant État post-national, puis tout ça, puis qui ne croit pas à ça les frontières, qui ne croit pas à ça les stratégies d'État, qui est le pays du laisser-faire, du laisser-aller complet, ça a fait que les Américains, avec raison, regardent le Canada comme un pays qui n'est pas sérieux. Puis nous, je pense que comme Québécois, qui avons évolué avec le nationalisme économique, avec des leviers stratégiques, avec un État qui est important dans notre vie, je pense qu'on est capable de démontrer, qu'on c'est plus dans notre culture à nous, la stratégie d'État, on serait capable de démontrer aux Américains qu'on peut être un partenaire beaucoup plus sérieux. Ouais, en plus, concrètement aussi, on serait certain, parce qu'en ce moment, on ne sait pas du tout de quoi il parle. À la table de négociation, on n'a aucune nouvelle. On sait juste que ça ne marche pas. Mais ce qu'on serait certain, si on était un pays, c'est que ce serait nos industries à nous qui seraient sur la table de négociation. Exactement. Peu importe que ça avance ou pas, ce serait ça qui serait défendu. En ce moment, ça achoppe, mais on ne sait même pas si on est là-dessus, si c'est sur nos enjeux, si on ne voit pas quelque chose. Alors ça, c'est merveilleux. Bon, Simon-Pierre, merci infiniment. C'était vraiment très, très intéressant. Ça a passé vite. Comme vous l'avez vu, chers auditeurs, c'est une discussion de haut vol, mais le livre est très accessible, Libre en Amérique, mais ça discute de ces questions-là. C'est pas une affaire, c'est pas un pavé de 800 pages, c'est à peu près 150 pages, ça se lit très bien, c'est très d'actualité, hein? On est là-dedans, les échanges commerciaux, les négociations avec les Américains et tout ça, et comment le Québec pourrait retrouver sa place là-dedans. Merci infiniment, Simon-Pierre, ça va je le répète, député de Saint-Hyacinthe, Bagotte, Acton. Merci, Simon-Pierre. Alors, pour nos auditeurs, on reste. Dans 2 minutes, on revient avec M. José Del Pozzo. À tantôt, gang.
Alors, de retour à Dimanche on lit. Deuxième partie d'émission avec, je reçois le professeur José Del Pozo, chilien d'origine, québécois d'adoption depuis 51 ans. Depuis 51 ans au Québec. Professeur d'histoire, diplômé en histoire et géographie en 66 de l'Université du Chili à Santiago. Il a enseigné dans divers collèges et universités. Bon, évidemment, il est parti après le coup d'État en 73, s'est établi au Québec, obtient un doctorat à l'Université de Montréal, enseigne à l'Université du Québec à Montréal pendant 40 ans, une trentaine de livres d'articles de revues, chapitres de livres, 16 livres, enfin bref, dont Histoire de l'Amérique latine et des Caraïbes, les Chiliens au Québec, Québec-Chili du 73-23, dont on va parler dans la deuxième partie. Mais Monsieur Del Pozo, vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quand l'Amérique latine fait date ». Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est comme en une quarantaine de dates. Une cinquantaine. Une cinquantaine de dates. On parle de l'histoire de l'Amérique latine, des débuts, en fait, d'avant même Christophe Colomb. On parle de l'invention du... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On parle de la coca, du maïs, le cacao, tout ça comment je dirais ça, c'est des trucs dont on consomme à tous les jours, oui, dont on ne connaît pas l'origine. Vous parlez de ça. Donc, notamment la coca. Bon, la cocaïne, on le sait, c'est une drogue qui est devenue vraiment difficile dans les rues d'Amérique du Nord, mais ça a son origine... ça a une origine, évidemment, c'est en Amérique du Sud. Vous en parlez dans votre livre. Pouvez-vous nous en parler un petit peu de ça? Oui, bon, mais laissez-moi d'abord expliquer que les 50 faits ou dates qui sont mentionnés dans le livre font référence à des faits qui ont eu une importance ou une influence internationale. Sur le monde entier. Ou mondiale. Oui, c'est ça. Parce que là, je voudrais expliquer un petit peu la méthodologie. Allez-y. Il ne s'agissait pas de mentionner des faits qui ont été parfois importants en Amérique latine, parfois dans plusieurs pays, mais qui ne sont pas allés au-delà, oui, qui n'ont pas exercé une influence soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique. En fait, je cherchais vraiment des faits qui ont eu une transcendance mondiale. Que ce soit au niveau de l'économie, avec des produits que nous consommons tous les jours, comme ceux que vous avez mentionnés aujourd'hui, oui, la pomme de terre, le cacao, la tomate. Le maïs. Ou des idées, on pourrait en parler plus tard, parce que l'Amérique latine est une région dans laquelle des idées ont surgi dans l'essai, dans la philosophie, dans la religion, dans la littérature, qui ont une influence internationale. Alors, c'est ça l'esprit du livre. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle « Quand l'Amérique latine fait date dans ce sens de faire la manchette à un niveau ample, large. OK. Hein? OK. Alors, ça, c'est pour situer le contexte. Ouais. Maintenant, vous disiez à propos de la coca, de la cocaïne. Ben, la coca est née en Amérique latine, dans les Andes, mais la cocaïne, c'est une invention européenne. Ce n'est pas la faute des Indiens du Pérou si la coca est devenue la cocaïne. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à l'origine, c'était une plante dont, il y a des milliers d'années, on pense que les agriculteurs se servaient pour se donner plus d'énergie et tout ça. C'était ça, à l'origine. Absolument. C'était pas une drogue qu'on retrouvait dans les rues de New York. Oui, là. oui, et c'était très important pour le travail dans les hautes montagnes, au Pérou, en Bolivie. En fait, toute la région andine, l'Équateur, le nord du Chili, aujourd'hui. Et c'était important pour le travail dans les mines, par exemple, ou dans le transport. Alors, tout le monde consommait ça, la coca. Et tous les voyageurs qui ont visité l'Amérique latine à l'époque coloniale ont laissé des témoignages disant que les Indiens marchaient tout le temps. C'est un produit qu'ils trouvaient répugnant à cause de son apparence, la couleur. Mais tout cela permettait aux Indiens de travailler pendant de longues heures. Et c'était important pour l'économie de l'Empire espagnol. Alors, l'Empire espagnol doit une fière chandelle à la coca, parce que ça a permis d'extraire des minéraux à un rythme effréné qui n'eût été pas possible sans la coca. OK. Évidemment, on ne peut pas parler de l'Amérique latine sans parler de Christophe Colomb qui découvre, entre guillemets, là, ce qui est pas... Oui. On ne peut pas dire ça, là,
c'est de l'européocentrisme de dire que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Là, il y avait déjà des millions de personnes en Amérique. On pourrait dire qu'il a mis en relation deux continents. Oui, c'est ça. Oui. Et d'autant plus que lui, il pensait même pas qu'il était en Amérique. Il pensait qu'il était en Inde. Puis Voilà. même à sa mort, Christophe Colomb ne savait pas qu'il Non. avait découvert un autre continent. Il pensait On ne encore... savait pas ou il n'acceptait pas. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est ça. Pour lui, c'était important de pouvoir dire qu'il Ouais. avait découvert le passage vers l'Ouest. En fait, Ouais. c'était ça aussi, Christophe Colomb. Bon, Ouais. là, il arrive en Amérique. Il y a des civilisations, notamment la civilisation aztèque, la civilisation inca, qui sont des civilisations très, très, très avancées. Évidemment, les Européens ne sont pas au courant de ça. Mais là, il va se mettre en place un système d'exploitation absolument éhonté là, à partir de 1492. Là. Oui, et c'est ça. Colomb a été accusé avec raison d'avoir commencé l'exploitation des peuples autochtones. Monsieur Del Pozo, il faut juste prendre une pause. Il faut aller à la pause. C'est comme ça les émissions Ouais. radiophoniques. Alors, on revient dans 2 minutes. Gardez D'accord. votre idée. Je vais vous relancer là-dessus. Alors, vous êtes à Dimanche on lit, édition du 23 novembre. On revient dans 2 minutes avec une pause franco. À tantôt. Oui, alors donc, de retour à Dimanche on lit avec monsieur Del Pozo, qui venait de me dire pendant la pause qui habite à Longueuil, en fait. Je suis très content de l'apprendre. Citoyen de Longueuil depuis presque 50 ans, en fait. Oui. Alors, on était parti, oui, sur, évidemment, le changement pour la société, pour les sociétés qui étaient ici avant l'arrivée de Colomb, l'arrivée des Occidentaux, l'arrivée des Espagnols, des Portugais après. C'est un changement total de paradigme. Il y a quelques semaines de ça, j'ai parlé d'un livre d'une historienne anglaise très intéressant qui parlait, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, les Européens qui sont allés en Amérique du Nord, mais son livre, c'était sur les Autochtones qui ont fait le chemin inverse. Ouais. Alors, c'est une historienne contemporaine. C'était très intéressant, parce qu'il y en a quand même qui sont même restés, des Autochtones qui sont partis là-bas. Il y en a qui ont fait d'aller-retour, tout ça, c'est pas venu. Mais bon, il s'installe un système d'exploitation. En une centaine d'années, c'est des millions de morts, là. On parle de ça, là. C'est ça qui arrive, là. Oui. Bon, deux choses. Bon, ça, ce n'était pas l'objet de mon livre, n'était pas de dénoncer l'exploitation de l'Amérique latine, parce que déjà ça, d'autres auteurs l'ont fait. Oui. On se rappelle d'Eduardo Galeano, par exemple, qui a écrit des pages inoubliables là-dessus. Moi, je ne voulais pas répéter le même schéma. Je voulais plutôt souligner qu'est-ce que l'Amérique latine a fait de positif, la contribution qu'elle a pu apporter au monde. Et l'idée m'est venue d'une phrase de Henry Kissinger qui est citée au début du livre et que vous avez sans doute remarqué, une phrase célèbre et vraie que Kissinger a prononcée en 1969 à l'occasion d'une rencontre entre le président Nixon et tous les chanceliers, tous les ministres des Relations extérieures de tous les pays latino-américains. Et les ministres se plaignaient des règles du commerce international qui, à l'époque, désavantageaient l'Amérique latine. Alors, après l'exposé des ministres latino-américains, et qui était représenté par le ministre chilien, il faut le dire aussi, Gabriel Valdés, Kissinger a dit à Valdés, écoutez, monsieur Valdés, ce qui se passe en Amérique latine ne m'intéresse pas du tout, parce que l'histoire n'a jamais été faite en Amérique latine. Tout se passe dans le monde entre Washington, Moscou, Berlin ou Londres. L'Amérique latine ne m'intéresse pas. Wow. Et ça, c'est pas inventé, c'est un fait. Alors, j'ai voulu un peu répondre à M. Kissinger. Et, bon, on pourrait dire qu'il avait en partie raison dans ce sens que les grands événements mondiaux, à commencer par les 2 guerres mondiales, ont été l'œuvre des pays du Nord. Et tant mieux si l'Amérique latine n'a pas été la responsable des guerres. Oui. Mais alors politiquement, oui, les grandes idées politiques, elles viennent du Nord. Mais il y a un tas de choses dans beaucoup de domaines, et ça j'explique dans mon livre, que j'essayais de faire le plus polyvalent possible, parce que autant dans les domaines de l'économie, des produits que nous consommons, les minéraux, et des idées parfois politiques, des idées religieuses, notamment par exemple la diffusion de la théologie de la libération. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? C'est intéressant, ça occupe un chapitre là, de votre livre. Oui, c'est un père péruvien, Gustavo Gutiérrez, lequel, à partir de la fin des années 1960, 1968,
le père Gustavo Gutiérrez parle de la théologie de la libération. OK. Alors ça, c'était vraiment un tremblement de terre dans le monde catholique parce que Gutiérrez, tout en restant catholique, il a été critiqué par le Vatican, mais il n'a jamais été expulsé ou censuré. Enfin, oui, censuré un peu. Mais on a respecté ce qu'il disait sans nécessairement le partager. OK. Alors Gutiérrez voulait tout simplement changer l'optique de la théologie en disant le plus gros péché que l'homme commet, c'est d'exploiter son semblable. Ça, c'est le plus gros péché, l'exploitation. Alors, à partir de là, c'était une toute autre interprétation des idées dans le monde catholique. Ah oui, OK. OK. Il était très critiqué Et là-dessus. favorable aux pays pauvres qui étaient effectivement exploités par des entreprises multinationales ou par des gouvernements étrangers. OK. Est-ce que vous considérez que cette idée-là, c'est probablement l'idée la plus forte qui est sortie d'Amérique latine, mettons, dans le dernier siècle? Je n'ai pas fait une évaluation de 1 à 10, mais oui, je dirais que c'était probablement la plus forte dans ce sens que ça s'adresse à tout le monde, à tout l'univers, parce que le catholicisme est une église, une croyance universelle qui se trouve dans tous les continents. Alors le message de Gutiérrez était important pour tout le monde. Merveilleux. Merci, M. Del Pozo. On doit malheureusement encore aller à une pause. Tout ça est très passionnant. Alors, on revient dans 2 minutes. Alors, je ne vous conseille pas de prendre un 12e café. Prenez un verre d'eau. On se retrouve dans 2 minutes. D'accord. Merci. Alors, de retour donc avec M. Del Pozo. Oui, pendant la pause, on parlait comment dans ce livre, on parle on va dans toutes les directions. Hein. Bon, on a parlé du maïs, de la coca, le cacao. On a parlé évidemment de 1492. On a parlé de la théologie de la libération. Mais le livre parle aussi au niveau culturel, au niveau sport. Oui. Allez-y, M. Del Pozo. Oui, j'essayais de dire que ce livre parcourt toute l'histoire de l'Amérique latine, toutes les époques, depuis l'époque avant Colomb, ensuite l'arrivée des Espagnols, l'époque coloniale, l'indépendance au début du XIXe siècle, et jusqu'à nos jours. Alors, je mentionne brièvement, il y a toutes sortes d'événements comme de nature économique, la découverte de la mine de Potosí en 1541. Ça, c'est très intéressant, ça. Crucial pour l'économie de l'Empire espagnol. C'est une mine d'argent. C'est une mine d'argent. Ouais. L'exploration, la découverte de nouvelles routes, la découverte de nouveaux pays, l'indépendance. Et là, il y a une contribution importante parce que l'Amérique latine était le premier domaine colonial qui a gagné son indépendance face aux Européens. Alors, il a créé un précédent. Et Haïti a été le pays premier. Alors, il y a un chapitre sur la rébellion des esclaves noirs en Haïti qui débouche sur l'indépendance de ce pays. À l'époque, ça s'appelait Saint-Domingue. Bon, mais il y a aussi des épisodes de nature totalement différente. Par exemple, en 1930, l'Uruguay organise la première Coupe du monde de football. Ah oui. Donc, c'est au niveau du sport. Oui, c'est une date importante. Au niveau de la culture populaire, par exemple, en 1964, publication de la bande dessinée Mafalda. Ah oui, Mafalda. Mafalda, c'est un personnage sympathique oui. qui est lu un peu partout au monde parce qu'il a été traduit dans une quinzaine de langues. Mes enfants lisaient Mafalda. Oui. Et aussi, au niveau des idées politiques et la critique du capitalisme, le discours de Allende, le président chilien aux Nations Unies en 1972. Il y a aussi la littérature, 1967, le jour où Garcia Marquez a publié 100 ans de solitude et a renouvelé la littérature mondiale avec cela. Et au niveau de la science, 1881, le médecin cubain Carlos Finlay expose sa théorie sur la transmission de la fièvre jaune, facilitant la découverte d'un vaccin contre la fièvre jaune. Et là, ça changeait totalement la santé publique dans la Caraïbe. Donc, toutes sortes d'événements. Et plus récemment, pour parler d'un sujet tout à fait actuel, la défense de l'écologie, 2016, Berta Cáceres, hondurienne, assassinée pour sa défense de l'environnement en Amérique centrale. Wow, OK. Parce que l'Amérique latine a le record mondial d'écologistes assassinés au monde. Ah oui, OK. Alors ça, c'est un fait peu connu qu'il faut souligner. Wow, OK. Alors ça, c'est assez divers comme oui, je vois.
Alors, je vous le suggère fortement, tout le monde, là, quand l'Amérique latine fait date, comme M. Del Pozo vient de le mentionner, ça va dans toutes les directions, autant avant la découverte de Christophe Colomb jusqu'à nos jours, comment l'Amérique latine, de différents niveaux, s'est démarquée, où il y a eu des moments dans l'histoire de l'Amérique latine qui ont influencé, en fait, le cours de l'histoire. En fait, c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment très, très, très passionnant. Je vous le suggère. Vous aviez écrit aussi, on va en parler, il nous reste 2 minutes, M. Del Pozo, mais j'aimerais qu'on en parle. Il y a quelques années, vous avez écrit Québec-Chili 73-2023, mémoire d'un coup d'État et d'une expérience de solidarité. Vous parlez beaucoup des réfugiés politiques, en fait, chiliens, qui sont partis après 73, qui sont venus au Québec et qui ont toutes sortes de façons. Il y en a qui se sont démarqués au niveau politique. Hein. On parle en ce moment même la nouvelle mairesse de Montréal, Mme Soraya Martinez, qui est d'origine chilienne, en fait. Vous parlez aussi M. Osvaldo Núñez, qui était député du Bloc québécois. Alors, vous-même, vous étiez un partisan d'Allende, je pense. Oui, j'ai voté pour Allende. Et ce livre, je l'ai fait en équipe avec la professeure Geneviève Doré, qui m'a succédé à l'UQAM au département d'histoire. Okay. Nous avons fait ensemble ce livre-là, qui, d'une partie, c'est un recueil de témoignages, et ça peut être intéressant, des Québécois qui habitaient au Chili au moment du coup d'État, et qui nous ont raconté comment ils ont vécu le jour du coup d'État, des témoignages aussi des Chiliens et des Haïtiens qui habitaient au Chili et qui par la suite est venu vivre à Montréal. Alors, ça, c'est une partie des témoignages. Et la deuxième partie du livre, c'est des études portant sur l'influence que le coup d'État au Chili a eu pour le Québec. Parce que ça, c'est très peu connu. Il y a des choses qui se sont passées au Québec en fonction des événements chiliens, notamment le changement de cap du Parti québécois qui a cessé de parler de socialisme et indépendance pour se concentrer plutôt sur l'indépendance parce qu'ils ont eu peur que si le Chili d'Allende a été renversé par la violence, la même chose pourrait se produire au Québec. C'est très intéressant, très intéressant. Je vous suggère fortement, Québec-Chili 73-2023, mémoire d'un coup d'État et d'une expérience de solidarité. Et évidemment, le livre dont on a parlé pendant toute l'émission, Quand l'Amérique latine fait date, c'est vraiment un livre passionnant. C'est comme un livre de chevet. C'est un livre qui se lit, les chapitres sont assez courts, en fait, sont assez succincts, mais il y en a un paquet. Fait que tu n'es pas obligé de le taper tout d'une shot. Tu peux juste lire un paragraphe une fois de temps en temps. Et c'est vraiment très intéressant. Monsieur Del Pozo, merci infiniment. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait. Chers auditeurs, alors c'était l'émission du 23 novembre. Je vous invite à vous procurer les livres. Ils vont être disponibles à la librairie À lire. Ils vont être en vitrine dans la prochaine semaine. Alors, ça pourrait faire des beaux cadeaux de Noël, ça. Alors, je vous les suggère fortement. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous. Puis on se retrouve dans 2 semaines. Merci infiniment. Alors donc, je rappelle les livres dont on a parlé aujourd'hui. Donc, M. José Del Pozo, Quand l'Amérique latine fait date, l'Amérique latine en 50 dates, aussi Québec-Chili 73-2023, mémoire d'un coup d'État et d'une expérience de solidarité. Et merci M. Del Pozo d'être venu aujourd'hui. Je rappelle notre premier invité, Simon-Pierre Savard-Tremblay, pour son livre Libre en Amérique, le Québec à l'aube d'un monde nouveau. Alors, ces livres-là vont être en vitrine à la librairie À lire dans la prochaine semaine. Des beaux cadeaux de Noël. Alors, merci tout le monde d'être là. On se revoit dans 2 semaines. Merci à Jean-Yves, mon metteur en ondes génial, qui est vraiment toujours d'une aide précieuse. À bientôt tout le monde. Merci. FM 103.3